Espace, temps, espace-temps, mercredi 8 février 2012 à l'université Paris-Diderot par Marc Lachiaiserie, astrophysicien au CNRS, Jean-Jacques Chéchignard, philosophe à l'université Paris-Diderot, présenté par Hervé Schwirn. Donc nous allons parler d'espace, de temps, d'espace-temps, qui sont bien entendu des notions fondamentales en physique, puisque toute la physique que nous connaissons est exprimée dans ce cadre-là. Et toute la physique, je dirais, est géométrisée, et cette géométrisation de la physique n'est pas du tout nouvelle, puisque Platon avait déjà fait inscrire sur le fronton de l'Académie cette devise que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Galilée a surenchéri presque 2 millénaires plus tard en déclarant que la nature est écrite dans un langage mathématique, géométrique, et bien entendu, on sait que la physique quantique aujourd'hui et la relativité générale, qui sont les deux piliers de notre physique fondamentale, sont exprimées toutes deux de manière géométrique, sachant que quelquefois cette géométrie dérive un peu vers l'algèbre, mais on sait depuis le XVIIe siècle qu'il y a une correspondance entre algèbre et géométrie, ce qui veut dire que bien souvent on peut énoncer des concepts géométriques de manière algébrique et vice-versa. Il y a toujours une sorte de dualité, de correspondance, que les mathématiciens d'ailleurs expriment de manière tout à fait précise et rigoureuse. Et si une théorie est exprimée de manière algébrique, je prends par exemple la physique quantique, cela ne veut pas du tout dire qu'elle n'est pas géométrique, bien au contraire. Et quand on prend cette théorie algébrique, par exemple, on peut aussi en donner une formulation géométrique et vice-versa. Si on prend la relativité, par exemple, qui est exprimée de manière naturelle sous une forme géométrique, on peut également lui donner une formulation algébrique. Et d'ailleurs, cette correspondance est très utile lorsque l'on veut comparer ces deux théories, par exemple, est absolument nécessaire lorsque l'on veut essayer de les unifier, comme beaucoup de physiciens tentent de le faire aujourd'hui, puisque vous savez qu'une grande partie de la recherche en physique fondamentale est consacrée à la quête d'une théorie qui unifierait à la fois les phénomènes quantiques et la gravité, par exemple d'une théorie de gravité quantique. Et dans ce cas-là, bien entendu, si on veut intégrer à la fois la relativité et la physique quantique, qui sont bien sûr deux théories différentes, un minimum est de pouvoir les exprimer dans un formalisme commun, et bien entendu, c'est ce qui est fait. Et ceci conduit justement à s'interroger sur les notions qui sont le thème de ce soir, les notions d'espace, de temps et d'espace-temps, puisque, comme on va le voir, ces notions ne sont pas traitées de la même manière par la physique quantique et par la relativité générale, du moins dans leur formulation usuelle. Donc il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que si l'on trouve une théorie nouvelle, la théorie que l'on cherche, que ce soit la théorie des cordes, la théorie de gravité quantique, théorie de géométrie non commutative, ou une autre, eh bien les notions d'espace, de temps et d'espace-temps y seront certainement différentes de celles que nous avons aujourd'hui. Mais déjà, bien entendu, nous avons appris que ces notions ne sont pas les mêmes que celles que les physiciens avaient un siècle ou encore moins un millénaire. Alors, pour un très bref rappel historique, je distinguerai une première période qui est celle de l'Antiquité grecque et en la faisant s'étendre pour inclure toute l'Antiquité et le Moyen-Âge jusqu'à peu près à la Renaissance, où la notion d'espace physique est absente, stricto sensu. En gros, cette physique, c'est la physique d'Aristote, plus ou moins modifiée, et on sait que chez Aristote, il n'y a pas vraiment de notion d'espace, il y a plutôt une notion de lieu, qui est définie de manière différente, et sans entrer dans les détails, on sait aussi que c'est une des raisons qui a fait que cette physique a été critiquée pour des raisons fondamentales. Elle a été critiquée aussi pour des raisons qui sont non pas fondamentales, mais je dirais plus pratiques, plus liées à l'observation et l'expérience, et que ceci a abouti, après de nombreux autres travaux, à la révolution newtonienne. Et cette révolution newtonienne, qui est véritablement une révolution dans la conception du monde,
on la considère aussi souvent comme la fondation de la physique, en tout cas la fondation de la physique moderne telle qu'on la pratique aujourd'hui. Et un de ses aspects essentiels, c'est précisément l'introduction d'un cadre précis pour faire de la physique, et ce cadre chez Newton, c'est l'espace et le temps. Et cette introduction, bien sûr, on a tous l'habitude de raisonner dans l'espace et dans le temps, que ce soit dans la vie courante ou dans la physique, du moins la physique expérimentale en tout cas, mais elle n'est pas du tout anodine, et c'est finalement un véritable coup de force presque de Newton, une sorte de pari d'avoir introduit ces notions-là, et un pari qui a marché. Donc Newton va énoncer l'existence d'un espace physique, et il va en donner une représentation géométrique, puisque c'est la géométrie, ce sont les mathématiques qui vont permettre de faire de la physique. Et cet espace mathématique qui va correspondre à l'espace physique, eh bien finalement, ce sera le seul espace dont les mathématiciens disposent à l'époque, c'est-à-dire l'espace d'Euclide, celui que nous connaissons tous, que les mathématiciens appellent quelquefois R3, et c'est celui dans lequel on apprend à faire de la géométrie au lycée et que nous connaissons tous. Et le temps qu'introduit Newton est lui aussi géométrisé sous forme d'une droite, et on sait que la droite, c'est la même chose que l'ensemble des nombres réels, puisqu'on a une correspondance entre les nombres et les points de la droite. Donc à la fois, si vous voulez, une algébrisation et une géométrisation, mais on a vraiment, avec Newton, un cadre physique, une sorte de scène sur laquelle se déroulent tous les phénomènes, et ce cadre est décrit de manière géométrique sous forme d'un espace et d'un temps. Alors, ça pose énormément de questions. Bon, d'une part, cet espace est infini, donc c'est l'introduction de la notion d'infini en physique, à laquelle nous sommes relativement habitués aujourd'hui, mais qui peut poser des problèmes, et ça peut être un sujet de débat ce soir ou une autre fois, de savoir que veut dire cette notion d'infini appliquée à l'espace, l'infiniment grand. On peut aussi se poser des questions au sujet de l'infini, à propos de la matière, à propos de l'infiniment petit. Enfin, c'est un thème qui ne manque pas de soulever des tas de problèmes. Et Newton donc pose un cadre assez simple finalement, parce qu'il est figé. Et bien entendu, la physique de Newton permet de faire une cosmologie dans un sens assez large, mais cette cosmologie présente relativement peu d'intérêt, puisque finalement, à l'échelle de l'univers, chez Newton, rien ne change. L'espace est toujours le même espace, le temps s'écoule toujours de la même manière, uniformément, comme dit Newton, et on a de la peine d'ailleurs à donner un sens à ce terme, puisque le temps ne s'écoule pas par rapport à autre chose, et voilà encore un sujet sur lequel on pourra débattre, savoir que veut dire l'uniformité du temps chez Newton, et se poser des tas de questions à propos de la nature du temps. Mais on va voir aussi que cette notion de temps aura disparu dans la relativité. Alors, comme vous le savez, cette physique de Newton a été un très grand succès. Une autre de ses caractéristiques, c'est l'introduction de la notion d'univers, puisque avant Newton, vous savez qu'il y a une distinction entre monde lunaire, supralunaire, avec des lois différentes pour les mouvements, des lois différentes pour la composition de la matière. Et après les travaux de Tycho Brahe, de Kepler, de Galilée, je ne rentre pas dans les détails, Newton énonce l'existence de lois universelles. Et il en énonce une très précisément, qui est la loi de la gravitation, et c'est le mot universel qui est important, parce que s'il existe des lois universelles, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est garant de cette universalité, et ce quelque chose garant de l'universalité, c'est ce qu'on appelle l'univers. Donc l'univers, par définition, est unifié, et par définition aussi, il est unique, puisque c'est le cadre de tout ce qui peut exister du point de vue physique. C'est pour ça que la notion de plusieurs univers est finalement une sorte de contresens, je dirais même. Quand on veut parler d'autres univers, il faut savoir très précisément ce qu'on pourrait vouloir dire, et je ne connais pas de définition qui soit logique du point de vue cohérent. C'est-à-dire cette notion d'univers que Newton a introduite, jusqu'à nouvel ordre, elle est toujours valable dans la physique, un univers unificateur et unique et garant de l'universalité des lois. Et ces lois sont aussi exprimées sous forme géométrique, puisque les objets qui vont décrire la matière et les phénomènes dans la physique de Newton, ce sont aussi des points, des lignes, des vecteurs, des trajectoires, des objets de ce genre, donc des objets géométriques.
Donc espace et temps, et tout ceci n'est pas sans poser des problèmes dès l'époque de Newton, puisque cet espace, on ne le voit pas, on ne le touche pas, contrairement à la matière que l'on peut sentir, donc on commence déjà à se demander, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui existe ? Et Newton pose cette existence, et il déclare même que cet espace a un caractère absolu. Ce terme, on va le discuter un petit peu aussi par la suite, et à la conception de Newton s'oppose une conception qui est en gros celle de Leibniz, en disant, et Leibniz nous dit bien sûr l'espace c'est très commode pour pour situer les objets, pour représenter leur position, leurs interactions, leurs relations, mais finalement ça n'existe pas vraiment, ça n'existe pas réellement. Alors bien entendu, il va falloir s'interroger sur ces mots d'existence, de réalité, et ça c'est tout à fait l'objet d'un dialogue entre philosophes et physiciens, mais la conception leibnizienne, c'est que ce qui existe, c'est l'ensemble de toutes ces relations entre tous les objets que nous avons d'une certaine manière conceptualisées et que nous avons représentées par une sorte de notion inventée qui s'appellerait l'espace, mais que celui-ci n'a pas de réalité. Et on peut se poser la question, finalement, pourquoi accorder à la matière une réalité que l'on refuserait d'accorder à l'espace? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence? Évidemment, on sait que c'est impalpable, mais finalement, on parle d'électrons comme si c'était réel, et on ne va jamais toucher un électron. On ne va finalement que toucher une certaine structure qui est un assemblage très compliqué. Et donc, on peut se demander à quels objets on peut accorder le statut d'être réel et d'avoir une existence en physique. Et vous savez peut-être, si vous suivez un peu ce qui se fait en physique, d'ailleurs depuis presque un siècle dans les tentatives d'unification, qu'il y a eu beaucoup de physiciens, Einstein le premier, qui ont tenté de ramener ce qu'on appelle la matière à de la géométrie pure. Et d'une certaine manière, quand Einstein énonce la théorie de la relativité générale, c'est déjà un premier pas dans ce sens, puisque cette interaction gravitationnelle qui était considérée comme quelque chose de physique, presque de matériel, est maintenant représentée dans la relativité comme quelque chose de géométrique. Mais on aurait pu aller plus loin. Et vous savez qu'Einstein et d'autres ont essayé de représenter l'interaction électromagnétique, elle aussi, de manière géométrique. Il y a eu des tas de tentatives, il y en a toujours, jusqu'ici sans succès, mais si ce programme était accompli, ça veut dire que l'interaction électromagnétique, que finalement on peut considérer un peu comme de la matière, puisqu'on parle quelquefois de photons qui sont des particules, eh bien ils auraient une existence purement géométrique. Donc il y a une tentative de ramener la matière à la géométrie, et puis il y a les tentatives réciproques de ramener la géométrie à la matière, c'est-à-dire de considérer l'espace, de considérer la structure de l'espace comme quelque chose de matériel finalement. Et d'une certaine manière, on peut dire que la relativité générale accomplit cela d'une certaine manière, puisqu'elle prête à la géométrie de l'espace des qualités qui vont être exprimées par exemple, le tenseur de courbure ou la métrique, des qualités qui sont d'une nature finalement semblable aux qualités que l'on prête à la matière. Donc quand on va parler du tenseur de courbure de l'espace, bien entendu on peut dire c'est une propriété de la géométrie de l'espace-temps, mais on peut aussi dire c'est le champ gravitationnel et c'est donc quelque chose qui est plutôt du côté de la matière. Donc un problème qui se soulève, et c'est celui de la dualité entre matière et géométrie. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que vraiment il y a une différence? Et est-ce que les deux ne seraient pas par hasard de même nature? Et est-ce que dans une future théorie, on ne va pas tout réduire à une seule entité? Et peut-être qu'il faudra donner un nouveau nom à cette entité, c'est-à-dire on va appeler cette entité X, et on va dire la géométrie, c'est simplement un aspect de cette entité X, ce qu'on appelle aujourd'hui géométrie. Et ce qu'on appelle aujourd'hui matière, c'est un autre aspect de cette entité X. Un peu comme le magnétisme et l'électricité, vous savez, ont été unis en électromagnétisme,